Hop, alors, Thibaut, vous en avez déjà parlé, mais je pense que c'est important de revenir dessus. Vous savez, vous avez les entrées d'argent sur les ETF. Les ETF spot Bitcoin, pour l'instant. Là, on a une rentrée qui est juste astronomique, qui est arrivée hier. En fait, quand on a tapé l'ATH, il y a quasiment un peu moins d'1 milliard de dollars qui sont rentrés. Et qui c'est qui est allé acheter? C'est nos amis de chez BlackRock. BlackRock, ils ont une puissance acheteuse qui est juste démentielle. Et je pense que ça a très fortement contribué à les taper un ATH. Et là, on voit sur les derniers jours, on a une puissance acheteuse qui devient de plus en plus importante. Et tant que cette puissance acheteuse, elle reste de cette manière-là, c'est hyper bon signe pour encore la suite justement du bull run. Et tant qu'il y a cette puissance acheteuse sur le BTC, on reste sur une dominance du BTC, quoi qu'il arrive. Parce que la plupart des capitaux vont dans ce sens-là. Après, 1 milliard d'injectés sur du BTC, ça reste une petite somme entre guillemets. Et aujourd'hui, les institutionnels détiennent une petite partie des BTC par rapport aux particuliers. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de particuliers qui détiennent du BTC que des institutionnels qui en détiennent. Il faut être conscient de ça. Ils détiennent des quantités qui sont non négligeables, il ne faut pas se leurrer, mais ça reste des petites quantités par rapport à ce qui est détenu par le reste de la communauté. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est encore important, que la communauté détienne encore une bonne partie des BTC. Côté de l'Ether, c'est beaucoup plus mou, mais par exemple, on voit quand même qu'hier, il y a quand même 110 millions qui sont rentrés, ce qui n'est pas négligeable. Quand on voit les autres jours, on était plutôt à 0, même en négatif. Et là, ce qui est très drôle, c'est que du côté de BlackRock, il n'y a rien, il y a peu d'entrées en fait. Pour moi, et comme je le dis, c'est surtout un problème de marketing. C'est-à-dire que le Bitcoin, c'est hyper simple à expliquer. C'est la réserve de valeur, c'est l'or 2.0. Voilà, vous voyez, en 2 phrases, vous avez marketé le BTC. L'Ether, c'est quoi? C'est une plateforme pour faire des smart contracts. Et là, les gens voient, mais en mode, une plateforme, c'est quoi un smart contract? Donc, vous voyez, il faut tout de suite rentrer dans les explications, c'est beaucoup plus compliqué à marketer. Là où on est d'accord avec Thibaut et autres, les ETF sont beaucoup plus simples à marketer sur l'Ether quand il y aura des validations auprès de la SEC qui diront on peut lancer des ETF qui ont du rendement grâce au stacking d'Ether. Et là, ça va être très simple, ils vont dire bah, c'est des produits en rendement. Vous l'achetez, vous avez un produit qui vous offre un certain taux de rendement parce qu'avec le stacking, vous touchez au fur et à mesure. Et ça sera marketé beaucoup plus facilement. Alors, je ne sais pas si je vais essayer de grossir parce que c'est un petit peu c'est un peu petit, je pense, sur le partage d'écran. Vous avez CryptoQuant qui font des analyses très très régulièrement et justement hier ils ont publié toute une suite d'analyses que j'avais envie de vous montrer avec des graphiques. Alors, hop, attendez, je suis désolé. Ah d'accord, j'ai pas d'entre-deux. Bon, je vais vous le présenter comme ça. Hier, c'était pour regarder justement les injections de capitaux. Ce qui est important, c'est de regarder un petit peu où vont les flux d'argent. Est-ce qu'ils vont vers des plateformes centralisées ou au contraire, est-ce qu'ils en ressortent? Et là, hier, ce qui était très intéressant, c'est de voir qu'il y a eu énormément d'injections de capitaux sur les plateformes centralisées. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ramené de l'argent sur les plateformes centralisées comme Binance pour aller en vendre. Parce qu'il y a eu un sommet, donc tout le monde a ramené ses capitaux dessus. Quand on a des sorties, c'est plutôt un signe d'accumulation. Quand on a plutôt des entrées sur les plateformes centralisées, c'est plutôt des signaux de vente. Le problème, c'est qu'en full écran comme ça, je ne peux pas vous le présenter. Là, c'était sur la partie BTC et vous voyez sur la partie Ether, on a eu exactement la même chose. Donc, quand le BTC performe bien, finalement, ça finit par arriver sur l'Ether également. Ça, c'est l'intérêt. L'intérêt qui a atteint aujourd'hui un niveau qui était similaire à décembre 2024. Vous voyez, on a eu une période là de février à avril où de toute façon, on a vu un nombre de followers qui nous regardaient en stream a complètement chuté. Un désintérêt total dans le secteur de la crypto. Et quand on parle d'intérêt, c'est de l'intérêt sur des produits financiers qui ont été ouverts. C'est-à-dire que des personnes qui font des contrats à terme, qui ouvrent des effets de levier, ce genre de choses, c'est ça qu'on appelle l'open interest. Et c'est ça qu'on peut maîtriser. Quand ils clôturent les positions, c'est qu'en général, il y a un désintérêt. Donc, on se trouve dans ces périodes-là. Et on voit que l'intérêt suit énormément le cours de la crypto. Le problème, c'est qu'on ne peut pas prédire l'intérêt
avant de prédire le cours. Les deux sont extrêmement liés. Et les effets de levier, hein, vous voyez, ils suivent également la courbe des intérêts. Ça, c'est quelque chose qui est très suivi. Donc là, ce qui se passe, si on regarde un petit peu ces charts-là, on va regarder un petit peu le comportement des baleines et voir un petit peu ce qui en est fait. Hop, prendre ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a aujourd'hui plusieurs types de baleines. Vous avez les baleines qui viennent de rentrer sur le marché, qui, elles, vont apporter une pression vendeuse majoritairement, parce qu'ils vont prendre des profits à court terme. C'est les personnes qui vont plutôt trader. Et après, vous avez les baleines historiques qui, elles, ne vendent pas encore et qui, elles, vont continuer d'accumuler. Et c'est plutôt elles qu'on va regarder parce que c'est elles qui vont faire le marché. Quand on parle de baleines historiques sur le BTC, souvent, c'est des fermes de minage ou des mineurs de la première heure ou des holders de la première heure qui ont des quantités de BTC qui sont vraiment très importantes. Hop. Pourquoi je ne suis pas arrivé à voir? Ah. Regardez, je vais vous montrer ce graphique-là. Celui-là, il est vraiment très parlant. Donc ici, en orange, vous avez les nouvelles baleines. En vert, vous avez les anciennes baleines. En violet, les baleines qui ont été actives sur les premières ou 7 derniers jours. Et les baleines qui ont été actives dans les 7 à 30 derniers jours. Et vous voyez qu'en fait, ceux qui se mettent à prendre des profits, c'est majoritairement les nouvelles baleines. Les anciennes, elles ne bougent pas. Ce qui est alarmant, c'est quand les anciennes baleines se mettent, elles, à vendre. Là, souvent, c'est plutôt un symbole de haut du marché. Et après, ici, vous voyez, justement, c'est plutôt le type de personnes qui vont vendre, c'est les nouvelles baleines. Là, on voit qu'il y a un regain qui est assez important. Et qu'au contraire, sur la partie mars-avril, on était vraiment sur de la vente. C'est-à-dire que les nouvelles baleines vendaient. Par contre, faites très attention, parce que je sais qu'il y a des personnes qui font totalement confiance dans les baleines, mais elles n'ont pas toujours, elles prennent pas toujours les bonnes décisions. Et là, par exemple, une baleine sur de l'Ether, qui en possédait un grand nombre, qui en fait s'est mis à en vendre 2500 Ethers. Vous voyez, quand on parle de baleines, on ne parle pas juste de personnes qui ont 10-20 Ethers. Hein. Et donc cette personne, elle les a vendus aux alentours des 1570 $. Et elle les a rachetés aux alentours des 2600 $. Ce qui fait qu'elle a perdu, en fait, un montant qui est juste astronomique. Donc même des personnes qui ont des capitaux qui sont extrêmement importants perdent des quantités d'argent qui sont très très importantes. Donc quand nous, on vous disait, quand on vous parlait du fondamental de l'Ether, en vous disant on continue d'accumuler, la Terre, je vais lui passer une question à 3000 $, est-ce qu'on continue d'en acheter? Oui, on continue d'en acheter. Le fondamental de l'Ether n'a pas bougé, il continue d'évoluer. Et pour moi, un Ether à 3000 $, il est encore sous-évalué. Voilà, c'est ma vision des choses. Après, si vous, aujourd'hui, vous posez la question, c'est que vous n'avez pas assez creusé l'Ether. Creusez-le beaucoup plus, c'est hyper important. Mais oui, sur l'Ether, vous pouvez encore rentrer. Le BTC, je ne conseillerais pas d'y rentrer, par exemple. Et pourtant, je crois fondamentalement parlant dans le BTC. Mais pour moi, aujourd'hui, la marge de progression qu'a l'Ether par rapport à la marge de progression qu'a le BTC, c'est pas du tout la même, en fait. Et donc, voilà, suivre aveuglément les baleines, c'est pas non plus une bonne chose. Hein. Prenez toujours du recul, réfléchissez avant de faire quoi que ce soit. Et là, effectivement, si on regarde un autre graphique, on voit que la courbe d'intérêt, elle a complètement explosé. Et si on prend la partie montant, on est passé de 7,5 milliards de produits de produits dérivés sur la partie BTC à 11,2 milliards. Et ça suit exactement le cours. Et donc, c'est un élément à suivre. À partir du moment où il y a un désintérêt de ces produits dérivés, c'est qu'en général, il y a une correction qui arrive ou qui est à venir.